Laisse les varennes gonfler. Tous les quartiers d'Abidjan ont leur ligne de Badjan. Mes amis, je vous le dis, y en a même à Cocody. Peut-être bien qu'un jour, j'aurai une voiture. Pour le moment, en tout cas, je roule toujours en baka. A jamais marché, à Bobo la guerre. Yo Pougon la bagarre. Allez, venez monter, monter, monter. A jamais marché, montez, montez, à Bobo la guerre, montez, montez, yo Pougon la bagarre. Aïe, monsieur, poussez un peu. Ok, ça y est, maintenant c'est bien sarcé. Ok, patron, maintenant on peut rouler. Monsieur devant, donnez l'argent. Et apprenti, je descends au banco. Est-ce qu'elles ne la reconnaissent pas? Parce que bon, je n'étale pas trop, donc j'essaie de ne pas rester sur des détails trop personnels, etc. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se fout un peu des gens, mais dans le livre, je ne détaille pas toutes les affaires qu'avait Simone, des usines de pagne, je ne sais pas quoi, je ne détaille pas toutes ces affaires-là, puisque de toute façon, je ne tire pas trop sur les ambulances, vu en plus la position dans laquelle elle se trouve, mais Simone est quand même devenue richissime depuis que son mari est au pouvoir, ça c'est un secret pour personne. Maintenant on peut rouler, ok patron, maintenant on peut bomber. Je l'ai déjà écrit dans un papier où j'avais effectivement toutes ces affaires, etc. Elle est devenue richissime pendant ce pouvoir. C'est quelqu'un qui n'était pas beaucoup aimé, Simone, non plus, en Côte d'Ivoire. Qui était même, je pense que Simone n'a pas toujours servi son mari dans le bon sens, parce que les Ivoiriens avaient quand même beaucoup plus de tendresse pour Laurent Gbagbo que pour Simone. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas reconnu la femme qu'elle connaissait, qui était la militante, la syndicaliste, et qui se servait de son salaire de professeur pour aider son mari lorsqu'il était en exil. Simone Première Dame, c'est le jour et la nuit. A jamais marché, allez venez monter, montez, montez, à Bobo la guerre. Je dis aussi que c'est une combattante, mais c'est pas une tendre. Son fief d'Abobo, il s'est passé quand même des choses. Il y avait quand même des miliciens à Abobo, on craignait ce coin-là. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui est courageuse, oui, ça, sans aucun doute. Ok patron, maintenant on peut rouler. Monsieur devant, donnez l'argent et apprenti. On peut dire que Gbagbo est légitime et qu'il y a une rébellion de l'autre. Maintenant, la légitimité, et c'est le problème que l'élection de 2010 va poser. Et on va se retrouver dans ce même cas. Alassane Ouattara est-il légitime parce que ces élections ont été contestées? La non-légitimité de Gbagbo, si on peut le dire comme ça, elle vient de la manière dont se sont passées les élections en 2000. Et c'est là que vient le problème. C'est pas tellement par la rébellion, parce que s'il y avait juste la rébellion, oui, il y avait une rébellion d'un côté et une légitimité de l'autre, soutenue très discrètement par la France, mais soutenue par la France, on peut le dire. Mais la légitimité de Gbagbo, il la tient de son élection de 2000, et son élection de 2000, c'est le premier charnier de pouvoir. Alors je sais que tout ce qui se dit sur les charniers, moi j'ai l'habitude, sur ce charnier-là, les combats me disent c'est pas vrai, voilà. Toujours est-il qu'il y a cette élection de 2000 qui se passe mal, on ne sait pas vraiment qui a gagné, qui a perdu. Il y a le premier charnier de Yopougon, et dès son élection d'élection de Gbagbo, on peut dire que le verre est dans le fruit. Une chose par rapport à ça, en Côte d'Ivoire, tout est extrêmement compliqué. Et j'essaie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mon livre, mais les points sur lesquels je n'ai pas enquêté, je ne me prononce pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement de manip, c'est tellement tordu, c'est tellement tout ça que si vous n'avez pas enquêté, il vaut mieux essayer de ne pas en parler. Bon.
je dis les faits, je dis ce que dit un camp, je dis ce que dit l'autre camp. J'essaye de ne pas me prononcer parce que je me suis tellement aperçue qu'après enquête, les choses n'étaient pas comme on nous les avait dites, que maintenant je suis extrêmement prévenue. Moi je vois des gens devant les pharmacies. Ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'effectivement, c'est pas... parce que Ouattara, la rébellion, il n'est pas le père de la rébellion. D'après tous les éléments et tous les témoignages il n'est pas le père de la rébellion. Parce qu'il n'y croyait pas. Il ne pensait pas que ça allait marcher. Il était bien sûr au courant, mais il n'y croyait pas. Devant les pharmacies. Et alors Koné Zakaria, mais bon, là on demande des trucs, Koné Zakaria, pourquoi il dit ça, et puis maintenant Zakaria il est rentré, il a passé un temps à Ouagadougou, et puis maintenant il est du côté de Ouattara, etc. Mais à l'époque, c'est Soro qui lui avait demandé de faire ça, parce que Soro voulait se rapprocher de Gbagbo, etc. Tout ça, c'est voilà. Dans tout ce qui circule sur cette vidéo de Koné Zakaria, c'est que Zakaria tourne cette vidéo. Là c'est ce qu'on me dit, hein, j'ai pas la preuve de ça, rien du tout. Zakaria tourne cette vidéo à un moment donné où Soro souhaite vraiment se rapprocher de Gbagbo et souhaite continuer sa route avec Gbagbo. Donc c'est une façon de taper sur Ouattara. Après, Zakaria va être accueilli à Ouagadougou après avoir tourné cette vidéo. Et puis, on va revenir le chercher avec un bataillon de burkinabé lors de la guerre en 2011. Donc, pourquoi il dit ça? À quel moment il dit ça? Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai dans cette vidéo? On n'en sait rien à partir du moment où il est instrumentalisé pour le dire. Donc, je ne parle pas de cette vidéo. Le 3 mars, je suis à Paris. J'arriverai à Abidjan que le 31. Bon, j'ai ces informations. Le 3 mars, il y a des femmes qui décident de manifester. On leur demande de manifester. Le Golfe leur propose de manifester le 3 mars. Ce qui est curieux parce que normalement, ça aurait dû être le 8 mars, la manif des femmes. Mais on leur propose de manifester le 3 mars. Au départ, elles ne veulent pas manifester. Parce qu'à ce moment-là, Abobo est en guerre. Et donc, c'est très dangereux de manifester. Il faut voir le 3 mars, IB va tenir Abobo après le 17 mars. Mais au 3 mars, Abobo est encore en guerre. Bon, c'est très dangereux, elles ne veulent pas. Le Golfe les rassure en leur disant « mais vous serez encadrés par, le commando invisible ». Sauf que les commandants du commando invisible, ils n'étaient pas au courant. On ne les avait pas prévenus. Et on leur dit aussi, il y aura une Lucie. Je pose la question. Parce que si on prépare une marche en disant elle va être sécurisée par le commandant invisible et qu'on ne prévient pas IB pour qu'il sécurise la marche, c'est étrange. D'accord? Ça, c'est première chose. Deuxième chose, l'endroit est étrange. Donner rendez-vous à cet endroit-là, ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, cet endroit-là, c'est un endroit où à cette époque-là, c'est un endroit assez vivant aujourd'hui. C'est vers Cache, vers la ferraille. Et c'est un endroit assez vivant aujourd'hui. Mais à ce moment-là, la ferraille avait brûlé, il y avait assez peu de personnes. Et donner rendez-vous à cet endroit, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça aurait pu avoir du sens si on avait demandé aux femmes de manifester pour aller sur Abidjan et de prendre la route vers Atiamé. Mais là, ensuite, elles se retrouvent sur le passage des chars qui partent se ravitailler au camp afghan. Et là, il y a des tirs. Alors, je ne dis pas dans le livre, mais le Golfe avait aussi envoyé des gens pour filmer. Monsieur devant, donnez l'argent et apprenti, je descends au banco. Monsieur derrière. C'est le nombre que les femmes qui étaient parce que moi j'ai rencontré les femmes qui étaient à la manifestation et c'est à peu près le nombre qu'elles donnaient. Le truc qu'elles donnent. Alors elles insistent beaucoup là-dessus. C'est le fait qu'elles étaient tellement rassurées qu'elles y ont été en boubou.
Parce que normalement, Vrai, on va faire une manifestation où on y va en basket et en pantalon, où on y va habillé de façon à ce qu'on puisse courir. Là, elles étaient tellement rassurées qu'elles ont été en boubou. Et il y a eu beaucoup de blessés à cause de ces boubous. Parce qu'elles n'ont pas pu courir, donc elles sont tombées dans les trous. Il y a eu beaucoup de blessés avec aux genoux, notamment aux jambes. Et des trucs assez terribles d'ailleurs, parce que le RHDP n'a payé pour faire soigner aucun blessé. Les gens du RHDP d'Abobo se sont très bien comportés, mais le Golfe n'a rien donné pour faire soigner les blessés de cette marche. J'ai rencontré des gens qui n'avaient pas pu se faire soigner, qui avaient des cicatrices. Donnez l'argent et apprenti, je descends au banco. Monsieur derrière, donnez l'argent, moi je descends. D'après les renseignements que j'ai, un élément du commando invisible a ramassé des douilles de 12-7. Or, les chars ivoiriens seraient munis de 14 mm. Donc déjà, ça colle pas. Mais, donc ça, il faut faire une enquête. Qui a tiré? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu 3 tirs de RPG, 3 boum boum boum, ça c'est des tirs de RPG, et plus des tirs de mitrailleuse. Qui a tiré? On ne sait pas. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre, allez venez monter. Il y a quand même l'autre point troublant, c'est que ces femmes, leur corps va être emmené, transporté, enterré dans un terrain vague et ne va pas être rendu aux familles, il n'y aura pas d'autopsie. La CPI va passer à Abidjan, elle ne va pas aller voir les familles. Elle ne demande pas qu'on exhume les corps. Elle ne fait pas d'autopsie. Donc, tout ça pose des questions. Et là, vraiment, il faut une enquête internationale indépendante. Alors, pour le coup, pour une fois, je donne raison à Gbagbo, il faut une enquête internationale indépendante sur cette marche des femmes, qu'on fasse la lumière, que ça ne reste pas un truc comme le marché de Sarajevo, où on n'a jamais réussi à faire la lumière dessus, qui est toujours resté dans les terres. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre, allez venez monter. Alors, ce qui est curieux, c'est que les charges, ils marchent en sens inverse. Et elles sont tuées dans le dos. Elles reçoivent leurs balles dans le dos. Donc normalement, alors après, il y a un type qui me dit, c'est pas faux, c'est que les chars ont pu revenir sur elles ou elles ont pu partir en courant de l'autre côté. Donc ça, c'est un élément qui... Ça fait partie de l'enquête de police qui doit être faite. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre, allez venez monter, monter, à jamais marché, monter. Ça, je ne l'ai pas vu, mais cette vidéo-là, il faut arrêter. Les histoires, je veux dire, ça fait partie des trucs. Les histoires des pro-Gbagbo qui balançaient sur Internet, elles ne sont pas morts. Il y a même un ancien ministre qui en a actuellement, qui a dit que ce n'était pas du sang, c'était de l'usine. Et c'est du délire total. Et c'est du délire qui est même contre-productif pour le premier Gbagbo. Parce que tant qu'on dit elles ne sont pas mortes, c'était pas vrai, c'est des usines, on n'enquête pas au bon endroit. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre, allez venez monter. Je l'ai regardé des centaines de fois et c'est vraiment le dernier souffle. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre, allez venez monter. Mais partir du principe, peut-être que cette image a été retournée après, etc. Il faut être vraiment vicieux, j'en sais rien. De toute façon, sur ces coups-là, il y a quand même eu des coups vicieux en Côte d'Ivoire. Sont mortes, et je dis même qu'il y a eu plus de mortes que celles. Parce qu'il y a eu celles qui sont mortes de leurs blessures après. Il y a une dame qui me dit qu'une autre maman était là avec son bébé dans le dos. Donc, cette mort, c'est le chiffre officiel, mais il y a eu sûrement plus. Et des blessés et des gens handicapés derrière. Donc, ça a existé. Non, un peu un trait. Maintenant, moi je ne suis pas flic, je n'ai pas des moyens d'investigation. Moi je n'ai pas les moyens d'investigation, je n'ai pas les moyens d'aller interroger certaines personnes pour leur demander pourquoi ils ont maintenu cette marche à tout prix, pourquoi deux commandants proches du cerveau étaient là, est-ce qu'ils étaient là pour
pour sécuriser les gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui a récupéré les corps? Ça, c'est très important. Qui sont les gens qui ont récupéré les corps? J'ai pas les moyens d'investigation. Pourquoi les corps n'ont pas été amenés à la morgue d'Anyama, tout simplement? Moi, j'ai pas les moyens, tous ces moyens d'investigation-là, donc il faut qu'une enquête soit faite. Je peux rien dire de plus là-dessus. La bagarre. Aïe, monsieur, poussez un peu. Ok, ça y est, maintenant c'est bien sarcé. Ok, patron, maintenant on peut rouler. Monsieur devant, donnez l'argent. Alors, je sais pas si vous déduisez des trucs, je sais pas s'il est pas beau. Enfin, oui, si, on pourrait dire comme ça. Non, c'est en 2003, à Paris, sur les conseils de Guillaume Soro et de Compaoré. Donc, il a d'ailleurs même lui apporté un passeport pour qu'il vienne à Paris. Et à Paris, il se fait arrêter avec une note de la DGSE, comme quoi il serait en train de recruter des mercenaires pour faire un coup d'État à Abidjan contre Gbagbo. Bon, déjà, le truc le plus bête possible, c'est comment on peut dire ça? Comment, à cette époque-là, il détient la zone, il a des milliers de combattants sous ses ordres. Pourquoi il viendrait chercher des mercenaires, 10 mercenaires blancs pour faire un coup d'État? Ça n'a pas son sens, quoi. Ça, et je suis stupéfaite d'ailleurs que personne n'ait relevé ça. Jamais personne n'a relevé ce point. Donc, il se fait arrêter, il reste 3 semaines en prison et après, par manque de preuves, il se fait relâcher, mais il reste inculpé. Et le procès aura lieu en 2008. En attendant, il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas rentrer à Abidjan. Et là-bas, les hommes politiques, un homme politique, demande à tous ces gars de se mettre sous les ordres de Soro, de Guillaume Soro, et de laisser tomber le pays. Et à partir de ce moment-là, la rébellion change de nature. J'étais à la Saint-Matara. Oui, Gbagbo avait tort, c'est pas le père de la rébellion. Devant les pharmacies, Anango Mousso, Waribo, les béjigis là-haut, Adjamé l'enfiela. Ok, ça y est, maintenant on peut rouler. Ok, pas. Soro et Ibé, c'est pas les deux mêmes personnes. Ibé est militaire. C'est un militaire dans l'âme. Soro, c'est un civil qui a été élevé à la Fessie, qui est quand même, la Fessie, c'est une sacrée école pour faire de la politique. Donc on a deux personnages complètement différents. Il y en a un, c'est comme ceux qui ont été ici à l'école des trotskistes. Je veux dire, ils ont un background politique, c'est pas bien qu'on les retrouve. Ibé n'a pas du tout cette culture-là, c'est juste un militaire. Donc après, quand je dis qu'il est naïf, ça l'exonère? Pas du tout. Ça l'exonère pas. Au contraire. Et je pense que s'il n'avait pas été si naïf, il ne serait pas mort. C'est sa naïveté qui l'a entraîné à la mort. Et d'une certaine façon, sa gentillesse aussi. Tous les quartiers d'Abidjan ont leur ligne de Badjan. Mes amis, je vous le dis, il y en a même à Cocody. Peut-être bien qu'un jour j'aurai une voiture. Pour le moment en tout cas, je roule toujours en Baka. A jamais marché, à Bobo la guerre, yo pour la bagarre. Allez venez monter, a jamais marché. Je dois dire qu'en ce moment, seuls les pro-Gbagbo m'interrogent sur le livre, les pro-Ouattara ne viennent pas. Alors j'ai essayé de faire un livre équilibré, parce que pendant tout ce livre, j'avais tout le temps la souffrance de la population, et moi je faisais aucune différence entre la souffrance de la population oui et la souffrance de la population. C'est en reconnaissant la souffrance de chaque partie qu'on peut peut-être avancer. Donc j'avais cette idée-là tout le temps quand j'écrivais ce livre, d'être juste pour que la souffrance de chacun soit reconnue. Et si on est juste, oui, le mandat de Gbagbo, il n'a pas été facile, il est resté 18 mois au pouvoir et puis il s'est pris une rébellion dans la tête. Mais oui, les refondateurs ont profité de la manne. Mais oui, ils se sont fait faire des super maisons. Mais oui, ils avaient des super 4x4. Mais oui, l'argent n'a pas été là où il devait aller.
Les soins n'étaient pas gratuits, l'école n'était pas gratuite. Oui, les Ivoiriens ont souffert aussi pendant ces 10 années-là. Alors c'était pas facile pour lui. Maintenant c'est pire. Mon bouquin est sur Gbagbo. Maintenant il souffre encore plus. Mais il faut quand même le reconnaître. Est-ce que les soins étaient gratuits sous Gbagbo? Est-ce que l'école était gratuite sous Gbagbo? Est-ce qu'il y avait des refondateurs dans des super 4x4? Est-ce qu'ils avaient des super maisons? La preuve qu'ils avaient des super maisons, puisque maintenant qu'ils sont en exil, c'est les Comzones qui sont venus dans leur maison. Ils n'ont pas été dans des taudis, les types. Donc, voilà, oui, il y a eu des fortunes qui se sont créées sous Gbagbo aussi. Et il faut en finir avec ça. Monsieur derrière, donnez l'argent. Moi je descends devant les pharmacies. Anango Mousso, Waribo, Waribo. C'est une question que m'ont posée aussi les journalistes pour Gbagbo qui n'aiment pas du tout cette phrase. Cette phrase, c'est juste une blague par rapport à la phrase du célèbre Monsieur Choi qui dit « Cette élection a été globalement démocratique ». Donc, je reprends, mais comme dans la dernière de couverture, on ne l'a pas repris, l'élection présidentielle a été globalement démocratique et les élections législatives ont été globalement calmes pour le moment. Il y a eu juste 5 morts dans la banlieue la nuit. À partir du moment où on va à une élection et que les deux camps se sont réarmés, la responsabilité de l'ONU, elle est écrasante. Puisque ce rapport de l'ONU date d'octobre, si je ne me trompe pas, d'octobre 2010, il doit même dater d'avant, puisque Bakshi en parle en septembre. Le premier tour des élections est truqué, et l'ONU ne peut pas ne pas le savoir, mais ça arrange tout le monde, sauf Bélier peut-être. Le deuxième tour, tout le monde triche, mais seuls les pro-Gbagbo hurlent à la tricherie. Et donc on se retrouve en 2011 avec le même problème que 2010, la légitimité de Ouattara. Quelle est la légitimité de Ouattara? Et ensuite, quelle est la légitimité de Ouattara, puisque en plus il a été installé au pouvoir par une armée étrangère. Donc le mandat de Ouattara sera extrêmement difficile, il ne peut pas être autrement. Tout le monde s'est mal pris et l'ONU s'est mal pris parce que certifier ces résultats et déclarer. Alors Choi dit, je n'ai pas dit qui était le vainqueur, j'ai déclaré qui avait gagné. Personne ne reprend. Ah non, je suis pas. Non, mais parce que dans ces cas-là, le silence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent au coup d'État militaire, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé au coup d'État militaire sous Gbagbo, il est resté 10 ans. Donc des coups d'État militaires, je pense que ça peut aussi durer 10 ans avant qu'il se passe quelque chose. Non, je pense que Ouattara est dans une difficulté majeure parce qu'il n'a pas d'armée. Et ça, c'est son premier problème. Il n'a toujours pas d'armée, puisque les Comzones en majorité sont sous les ordres de Soro. Là-dessus vient de se greffer la CPI où les Américains veulent absolument que Soro parte à la CPI. Donc si Soro part à la CPI avec ses Comzones, qu'est-ce qui va rester comme armée à Ouattara? Enfin, c'est très compliqué, on peut analyser. Moi j'ai passé des heures à essayer d'analyser dans tous les sens comment Ouattara peut s'en sortir. Je ne le vois pas. En revanche, plus qu'un coup d'État militaire, le risque en ce moment, c'est des risques de tension entre eux, de tension entre les militaires qui sont payés et tous les FRCI qui ne sont pas payés, entre les FRCI et leurs chefs. Et donc, le plus grand risque aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, donc pour Alassane Ouattara, c'est la sécurité et c'est l'organisation de sa nouvelle armée. Et là, je pense qu'il aura plus de problèmes avec ça qu'avec un coup d'État militaire fait par l'extérieur. Aujourd'hui, à Abobo, la population s'est vengée contre les FRCI parce qu'il y avait un FRCI qui avait abattu un gamin. Il y a 3 jours, les FRCI ont tiré sur Monussi, Monussi a tiré sur les FRCI à Bonon, c'était il y a 4 jours. Enfin, bon. Donc ça se pose quotidiennement, mais je pense que personne n'a la solution. Ils ont recruté 25 000 gamins pour aller faire la guerre, ils les ont toujours pas payés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ces gamins à qui on a distribué une Kalachnikov, qui sont dans le pays, qui sont dans Abidjan, qui n'ont pas à manger,
Qu'est-ce qu'on va en faire? Baka urule, urule urule, baka urule, urule urule, baka urule. A jamais marché, allez